en Suisse. Monsieur Motumbo, bonjour et bienvenue. Je vous laisse activer votre micro juste en bas à gauche de l'écran. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, Monsieur Motumbo. Bonjour à vous. Je m'appelle Mutombo. Motumbo. Motumbo, Ah pardon. oui, pas Motumbo parce que ça change la signification, hein. Autant pour moi. Motumbo. Mutombo, Mutombo. Bon, voilà. cette fois-ci, c'est la bonne. Et, Bon, et puis, je suis non pas président, mais un simple secrétaire général du Carrefour des réflexions et d'action contre le racisme anti-noir, donc le CRAN, en d'accord. Suisse, créé en 2002. Et Mhm. puis, je suis directeur de l'Université populaire africaine qu'on a créée à Genève en tout cas en 2008. Et c'est dans le cadre de cette université populaire qu'on a lancé le projet de route de la mémoire, route européenne de la mémoire noire. D'accord, c'est entendu. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter l'essence de votre engagement politique et militant en Suisse? Le sens de mon engagement politique et militant a débuté il y a très longtemps parce que ça fait environ 45 ans que je suis en Suisse. Et donc, ça fait 45 ans aussi que je suis dans le militantisme, d'abord avec une revue, Regard africain, que certains en France ont eu à éplucher, en tout cas qui a duré pendant presque 20 ans. Et dans le cadre de cette revue, on avait lancé aussi euh, des, des activités pédagogiques, parce que voilà, on nous invitait un peu partout pour venir parler de l'Afrique. Et puis, il fallait trouver un concept pour parler de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est grand, c'est en même temps, il y a une culture commune. Il a fallu trouver, en tout cas, travailler sur un concept pour présenter l'Afrique. Donc, on a travaillé sur ce qu'est l'identité africaine, ce qu'elle représente. Et donc, ces deux activités ont été concomitantes. À la fin, on a voulu diviser les deux activités. Donc, les activités de formation sur la connaissance de l'Afrique ont pris place au sein de l'université populaire. Et puis, la revue a continué son chemin pas très longtemps parce qu'à cette époque-là, donc en 2006-2007, on était déjà vers la fin à la fin d'existence de cette revue qui était faite par des bénévoles, qui était soufflée, etc. D'accord. Et donc, c'est aussi dans ce cadre, dans le cadre de cette nouvelle activité sur l'identité africaine que j'ai pu me rendre pendant 5 ans au Rwanda, dans le Rwanda post-génocide, hein, pour introduire l'enseignement des cultures africaines dans les écoles primaires, secondaires, à travers une formation donnée euh, aux enseignants, aux directeurs d'école, etc. Ça peut paraître presque prétentieux de dire qu'en vivant en Europe, on peut aller en Afrique pour apprendre à nos frères et sœurs qui sont là-bas comment enseigner la culture africaine, mais c'est surtout dû au fait que dans nos pays, ben, aucune école n'enseigne la culture africaine. Quand il y a quelque chose qui concerne les habitants, ben, ça porte beaucoup plus sur le civisme, sur voilà, quelques figures. Surtout à l'époque, il y avait pas mal de dictatures. Il y en a Mhm. toujours, hein. Et donc, cet enseignement n'est pas suffisamment pris en compte et on ne sait pas très bien. Tout le monde vit la culture africaine, mais on ne sait pas comment l'enseigner. Et quand on veut l'enseigner, ben, on recourt à des contes, à des légendes, etc. Ça va très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous, ici en Suisse, comment dire, on a réfléchi sur la manière de pouvoir présenter cette culture. Nous avons pu dégager les éléments essentiels de cette culture, de cette identité africaine. Et donc, nous avons pu les partager avec nos frères et sœurs au Rwanda. Et c'était la première fois et la seule fois d'ailleurs qu'un pays africain ouvrait ses écoles à des apports qui viennent de l'extérieur, donc à des Africains de l'extérieur, afin d'introduire cette culture africaine qui a fait que voilà, le Rwanda, si
Si ce pays a connu les génocides que l'on connaît, ben, c'est aussi parce qu'on s'est éloigné de cette culture et qu'il fallait maintenant introduire dans les écoles la culture de la paix, de la tolérance, mais à partir de nos références africaines. Bon, Voilà un peu. Et donc, évidemment, d'une chose dans l'autre, après avoir créé l'Université populaire africaine, on a pensé aux jeunes qui sont ici. Et c'est pour ça, une des raisons pour laquelle on a créé cette université populaire, c'était pour pouvoir compléter ou apporter apporter un complément au déficit que tout le monde peut reconnaître. Hein. Il n'y a pas que les écoles africaines qui n'enseignent pas les cultures africaines, l'histoire africaine du reste aussi, mais les écoles qui sont ici en Europe ne sont pas meilleures. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui se construisent à partir d'une culture dans laquelle ils ne se reconnaissent pas forcément. Et donc, on s'est dit, on a proposé pas mal d'activités, des cours d'histoire, des cours de langue, etc. Mais on s'est dit, avec un projet qui consisterait à rechercher, à identifier, à documenter des traces africaines ici en Europe, ça pourrait permettre à ce que les jeunes qui grandissent ici puissent s'identifier avec ces traces. Parce que ça montrerait qu'ils font partie de cette terre sur laquelle ils habitent et que ces traces, c'est pas seulement dans l'ADN, hein, de manière génétique, parce que tout le monde vient d'Afrique à quelque part, et que le peuplement blanc ne date que de 8 à 10 000 ans, pas plus. Mais il y a des traces réelles, c'est-à-dire des Africains qui ont joué un grand rôle, ou tout simplement qui étaient présents pour une raison ou une autre. Des traces humaines, mais des traces aussi géologiques, comme ici en Suisse, la plus belle montagne de Suisse, le Cervin, qui fait l'attraction des touristes, etc., elle est d'origine africaine. Mais il n'y a pas que des traces géologiques, il y a des traces, évidemment, des gens qui ont joué un très grand rôle. Nous avons un très grand héros, mais qui est très méconnu, Saint-Maurice. Peut-être vous en avez entendu parler, parce que Maurice est un nom qui est assez connu. Il y a une ville de Saint-Maurice et Saint-Moritz. Donc en Suisse, il y a deux villes qui portent un nom de noir et qui est en même temps le saint patron de la Suisse. Et ce Saint-Maurice, c'est quelqu'un qui a débarqué en Suisse au 3e, je crois, siècle, 3e siècle par là, avec une armée composée d'Africains, 6000. Ils venaient de la région des Thèbes, Nord-Soudan, sud de l'Égypte à l'époque. Et donc, il faisait partie de ce qu'on appelait la Légion thébaine, c'est-à-dire un bataillon de l'armée romaine qui était composé uniquement donc, de Noirs africains et qui a été envoyé dans cette région de la Suisse, en Valais, pour mater une petite rébellion. Et puis, en débarquant sur ces terres, et puis, ils trouvent que voilà, ces personnes sont christianisées comme eux, et donc ils refusent de mater ce peuple. Et ils vont en payer le martyre parce que l'empereur de l'époque va les faire passer par les armes, etc. Et c'est là d'où vient le martyre de Saint-Maurice. Il y a une grande abbaye à Saint-Maurice avec des processions chaque année, des gens qui viennent de partout, d'Afrique, de l'Europe. Mais si vous allez à Saint-Maurice, ben, vous rencontrez très peu de citoyens de Saint-Maurice qui savent que Saint-Maurice est un noir. Et avant la Croix-Rouge, voilà, ceux qui ont secouru les uns et les autres, c'est d'abord les Africains qui ont secouru, qui ont sauvé des Suisses d'un génocide. Bref, c'est des figures comme ça que nous essayons de collecter ici en Suisse. Et évidemment, nous avons voulu en faire un projet européen avec des amis qui sont dans d'autres pays, en particulier en France, à l'occasion des conférences européennes qu'on a organisées à 2 reprises sur le racisme anti-noir, en 2006, 2006 d'abord, puis 2016. Et lors de la dernière conférence en 2016, on a proposé
aux autres associations de se joindre à nous pour que, dans le cadre de la décennie de l'ONU, que l'ONU a proclamé donc pour les personnes d'ascendance africaine, dans le cadre de cette décennie 2015-2024, nous puissions travailler ensemble sur ce projet afin que, en 2024, lorsque ce projet arrivera à sa fin, nous puissions proposer ensemble les résultats de toutes nos recherches, de tout ce que nous avons pu collecter comme traces africaines, et traces africaines, je vais dire, positives, etc., dans toute l'Europe. Et nous espérons en tout cas pouvoir y arriver. Donc, nous coordonnons ces différents projets à partir de la Suisse. Et il est question de pouvoir publier, en tout cas, proposer une publication dans le cadre à l'issue donc de cette décennie, et puis de pouvoir aussi voir dans quelle mesure, dans chaque région, on peut développer un tourisme de mémoire qui permettrait à ce que les jeunes en particulier, qui veulent faire un voyage groupé, je ne sais pas moi, en Russie, en Pologne, en Suisse, etc., puissent aussi visiter des lieux qui évoquent une mémoire noire. Voilà un peu schématiquement ce que nous faisons à travers ce projet de route européenne de la mémoire noire. Bon, parmi d'autres projets que nous avons évidemment au niveau de la Suisse dans le cadre de notre association. Et du coup, la fonction que vous occupez en tant que secrétaire général du Carrefour de réflexion et d'action sur le racisme anti-noir en Suisse se concentre donc sur des missions pédagogiques et de transmission, ou y a-t-il d'autres objectifs? Pas seulement, on travaille beaucoup évidemment sur la sensibilisation hein, dans le cadre des écoles, etc. On est souvent invité dans des écoles où on parle devant un public de jeunes d'origine africaine, mais aussi évidemment de jeunes d'origine suisse et autres. Nous faisons beaucoup de reporting, c'est-à-dire parce que les gens parfois ne peuvent pas croire que le racisme anti-noir existe, hein, parce que voilà, ils sont peut-être bien intentionnés, mais quand on leur parle de tout ce qui arrive, etc., sauf quand c'est des actions aussi spectaculaires, médiatisées, comme on l'a vu avec George Floyd ou auparavant avec Adama Traoré. Donc, sinon, souvent, c'est le déni. Et donc, notre travail, et d'ailleurs, nous avons toujours encouragé nos amis en France de faire pareil, c'est de pouvoir produire des rapports, des rapports qui relatent, qui documentent sur tout ce qui se passe sur le territoire comme acte de racisme anti-noir. Pas seulement des actes policiers, mais des actes de tous les jours. Hein. Et donc, nous collectons ces faits dans les journaux, nous les collectons aussi à travers les témoignages que des gens nous apportent, etc. Donc, nous avons déjà publié un rapport consolidé qui part des années 2000 à 2015. Et donc là, nous sommes en train de préparer pour le reste jusqu'en 2020, de sorte qu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous puissions produire quelque chose de complet sur 20 ans. D'accord. Et cette production, du coup, qui répertorie tous ces actes et faits racistes, sont destinés à une personne ou une institution précise? C'est-à-dire, d'abord, c'est pour avoir un document qui est à portée de la main. Lorsque nous voulons parler de racisme, nous apportons des faits. Il ne faut pas oublier qu'ici à Genève, c'est la capitale des droits de l'homme, hein, avec le Conseil des Nations Unies, le Conseil sur les droits de l'homme et d'autres institutions. Donc, le moment venu, évidemment, nous les approchons. Lorsque les délégués d'écrit, donc qui est l'organisation, ou en tout cas la Commission européenne sur le racisme et l'intolérance, fait son passage en Suisse, ils nous rencontrent régulièrement et donc nous leur apportons des éléments qui leur permettent de pouvoir faire le rapport sur la Suisse, etc. Donc nous mettons aussi ça à disposition des médias, des responsables politiques et d'État d'autres gens.
Évidemment, nous faisons aussi de l'advocacy, c'est-à-dire défendre les nôtres qui sont en but du racisme, soit pour des raisons de logement, des questions administratives, tout ce quotidien un peu de racisme, etc., qui, euh, que nous connaissons tous, quoi. Mais nous sommes très handicapés dans notre action parce que, voilà, le racisme anti-noir, c'est le parent pauvre de tous les racismes. Et il y a déjà les mentalités qui doivent changer parce que dans les mentalités de beaucoup de gens, les Européens, d'une manière générale, un noir est défendu. Quand un noir est en but, en tout cas, a des problèmes par rapport à ses droits, par rapport à sa dignité, on a vu dans l'histoire, hein, il y a toujours un petit blanc qui s'élève ou un grand blanc qui s'élève pour le défendre. Mais des noirs qui se défendent ou qui défendent d'autres noirs, ça passe assez mal. Donc, lorsque nous avons créé notre propre mouvement, ben, on nous a demandé, mais pourquoi vous ne rejoignez pas SOS Racisme, pourquoi vous ne rejoignez pas la LICRA, pourquoi, etc. On dit, voilà, nous voulons mener notre action dans un cadre qui nous soit spécifique. Parce que les autres sont généralistes, ils brassent un peu de tout, mais nous voulons nous concentrer sur le racisme anti-noir et rien que sur ce racisme anti-noir. Et donc, ça a été en tout cas très mal perçu, d'autant plus qu'on n'a pas comment dire, on n'est pas sous protection. La plupart de ces organisations ont toujours quelqu'un qui les protège, un responsable politique, etc. Et bref, pour plusieurs raisons de ce type, on est discriminé. Dernièrement, en 2017, il y a eu le conseil municipal genevois qui avait trop d'argent, peut-être, en tout cas, ils ont décidé, sans qu'on leur fait la demande, de financer la prévention des racismes au pluriel. Alors qu'ils avaient des statistiques qui montraient très bien que le racisme le plus récurrent, le plus fréquent, etc., c'est le racisme anti-noir, ben, sans qu'ils puissent réaliser qu'ils sont totalement à côté de la plaque, ils ont voté un budget pour financer la prévention de l'antisémitisme et de l'islamophobie, uniquement. Donc, il a fallu batailler, faire du lobbying, etc., pour que, à la fin de 2019, un nouveau vote intervienne qui inclut le racisme anti-noir parmi la prévention à financer. Et tout d'un coup, arrive un autre problème, c'est-à-dire l'argent qui était dévolu maintenant aux organisations qui travaillent sur le racisme anti-noir, au lieu qu'on donne à chacun la même enveloppe qui a été accordée aux autres, eh ben, on donne une seule enveloppe en disant, voilà, bon, vous allez vous proposer des projets et puis si le projet va bien, on va financer. Mais les autres, ils n'ont pas... Pardon? Une sorte d'appel à projet, finalement. Tout à fait. Mais les autres associations qui luttent contre l'antisémitisme ou l'islamophobie, ils ont reçu l'enveloppe sans une condition quelconque. Donc, en ce moment, il y a une lettre là qui a été envoyée aux responsables pour leur faire comprendre que non seulement ils doivent corriger, aller dans le sens de cette correction, c'est-à-dire la discrimination qu'on a subie la première fois, mettre fin à ça, et de manière rétroactive, c'est-à-dire on doit être financé de la même manière, etc. Donc, c'est tout le temps la lutte ici pour pouvoir avoir accès au financement. On développe tout un tas d'arguments, tout un tas de prétextes, etc., pour trouver toujours une raison. Voilà, non, il n'y a pas assez d'argent. Ouais, mais on finance les projets, pas le fonctionnement, etc., etc. En même temps, ça nous affaiblit énormément. Et pourtant, ça fait près de 20 ans qu'on est dans l'action. Et donc, nous faisons tout bénévolement avec beaucoup de... On aimerait faire 10 fois, 20 fois plus qu'on fait les choses actuellement. Mais bon, on pense qu'avec ce que apporte cet ouragan provoqué par la mort de George Floyd et le phénomène Black Lives Matter, que peut-être, mais bon, on voit bien aussi qu'en plein Black Lives Matter,
comment dire, la ville de Genève peut tout à fait être à côté de la plaque et estimer qu'on doit être traité différemment. Alors, vous venez effectivement de répondre à cette question. J'aurais effectivement souhaité avoir des éléments de réponse que vous venez de me donner sur justement la façon dont vos actions trouvent écho au sein de la population suisse. Donc là, j'entends en fait que, eh bien, voilà, il est quand même encore difficile de pouvoir faire entendre la nécessité que de se concentrer sur les objets que vous défendez. La dernière question que j'aurais à vous poser, Monsieur Mutumbo, est la suivante. Pouvez-vous nous présenter en fait la lecture que vous accordez à la sémantique et à la terminologie que vous utilisez? Donc, j'entends parler de racisme anti-noir. C'est vrai que lorsque nous nous attelons à lire certains articles, j'entends aussi parler de négrophobie, d'afrophobie. Donc, voilà, serait-il possible que vous puissiez nous donner votre lecture à ce sujet? Oui, c'est toujours une question très polémique. Nous avons mis nous-mêmes une année pour trouver, je sais pas, vous continuez à m'écouter, à m'entendre là? Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a changé dans... Allô? Oui, oui, on t'entend. Oui, je vous entends. OK, Je vous entends. d'accord. Je disais donc, voilà, ça nous a toujours pris, ça nous a pris en tout cas une année au moment où on a créé notre organisation pour nous entendre sur le mot noir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec le mot noir et donc il a fallu discuter sur est-ce qu'on appelle ça racisme anti-noir ou racisme anti-africain ou afrophobie, négrophobie, etc. Bon, on est arrivé à la conclusion que voilà, le moins mauvais, le moins pire de ces termes, c'était racisme anti-noir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, on a tendance à l'oublier. Le noir n'a pas été créé par les blancs, etc. Il y avait le noir positif et le noir positif, c'était l'Égyptien, l'ancien Égyptien. Et ce qu'on appelle Kamites, etc., ils se définissaient comment? Ils se définissaient en tant que ceux qui ont la peau couleur de charbon. La couleur de charbon, c'est la couleur noire. Et donc, les premiers à se définir comme noirs, ce sont les Égyptiens anciens. Mais évidemment, c'était des personnes qui étaient porteurs d'excellence. Ce n'était pas, voilà, Égyptien égal quelqu'un d'inférieur, de ceci, de cela. Et ça, c'est arrivé plus tard. Et donc, si à une époque de l'histoire, le noir où l'Africain, ou en tout cas l'être humain, a habité l'identité noire de manière positive, de manière excellente, ben, si aujourd'hui cette identité est habitée d'une manière négative, stigmatisante, etc., à nous de travailler pour la rendre positive. Et donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse s'identifier en tant que noir. Et puis, l'aspect racisme, parce que pour moi, utiliser des termes comme afrophobie ou négrophobie, c'est minimiser l'impact, c'est minimiser les effets du racisme. Le racisme, c'est une idéologie. Ce n'est pas une phobie, ce n'est pas quelque chose voilà, qu'on peut identifier chez notre voisin, celui qui nous fait face. C'est une idéologie qui peut être partagée par n'importe qui. La preuve en est que même les Noirs partagent cette idéologie, ce qu'on appelle l'auto-racisme anti-noir. Tous ces gens qui s'éclaircissent la peau, qui mettent des perruques, etc., etc. C'est des gens qui sont dans la négation d'eux-mêmes, dans l'effacement d'eux-mêmes. Et ce n'est pas autre chose que le racisme qu'on peut subir de la part d'un blanc qui cherche à nous effacer, qui cherche à nous rendre invisibles, à nous minimiser, à nous stigmatiser, etc., etc. Donc, il y a des Noirs qui ont adopté, en tout cas, cette idéologie et qui l'ont adoptée de manière très facile par l'école. L'école, elle est occidentale ou occidentalisée. Quand il faut aller au Rwanda pour parler des traditions, on ne sait pas comment parler de ces traditions, il y a un problème. C'est entendu, monsieur
Mutumbo. Ces propos sont très, très intéressants. C'est vrai que nous avons aussi un temps de parole à respecter pour chacun de nos intervenants. Donc, en tout cas, nous avons eu une lecture des actions que vous menez en Suisse. Nous vous souhaitons vraiment une très, très bonne continuation et tout plein de force et de lumière sur l'ensemble de vos actions. Et nous vous remercions de vous être rendu disponible pour cette émission ATK Web Radio. Merci de m'avoir accueilli sur votre antenne.